Bonjour à tous, c'est bon. Donc je vais vous faire présenter un peu mes activités de recherche. Vous me connaissez en tant qu'enseignant, peut-être un peu moins en tant que chercheur, dans la mesure où je suis quand même l'exotique du département de mécatronique, puisque je suis le seul à être inscrit en recherche dans un laboratoire de sciences humaines, qui est le CREAD, le Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Mon Dieu, pourquoi mettre trois mots pour dire la même chose? Alors, c'est totalement différent, on va vous dire derrière. Moi, c'est la partie D, didactique, comme didactique, pas comme Damien, D comme didactique. Dans la mesure où la didactique, c'est en gros, c'est de l'enseignement, mais appliqué à une matière particulière. Et ce que je travaille, moi, beaucoup, c'est plutôt la didactique des sciences et technologies, vous imaginez, pas tellement la didactique du français ou la didactique des maths, hein. Chacun sa spécialité. Et mes travaux de recherche, quand même, concernent beaucoup la question de l'éducation au développement durable, comme on va en parler aujourd'hui. Donc, le contexte éducatif dans lequel on se place, c'est depuis 2021, c'est assez... alors, ça fait très longtemps que ça traîne, etc., mais on a des choses qui se deviennent de plus en plus stables. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, des extensions de la Constitution qui apportent des choses où il faut faire de l'éducation au développement durable, etc. La notion même d'ailleurs de développement durable est une question qui est vieille et qui pose aussi également pas mal de débats. Mais depuis 2021, il y a eu l'adoption de la loi de programmation de la recherche et est ajouté dans le Code de l'éducation que la sensibilisation et la formation aux enjeux de la transition écologique et au développement durable fait dernièrement partie des missions du service public d'enseignement supérieur. Donc on doit vous former, on doit vous faire de la recherche et on doit vous sensibiliser et vous former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. Pour certains d'ailleurs, cette phrase ne veut rien dire puisque une transition écologique est donc forcément renoncer à une forme de développement, même soi-disant durable. Donc il y a déjà, c'est une espèce de compromis qui est mis dans la loi sur lequel ça fait déjà débat, rien que le titre. Alors ça, c'est bien parce que la loi nous dit vous faites ça, puis en gros, vous vous démerdez. Alors on a eu un rapport en février 2022, le rapport dit Jouzel, qui reprenait le même titre, sensibiliser aux enjeux de la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Vous voyez que subtilement, le développement durable a disparu, et qui fait des préconisations. Donc il propose une approche systémique pour appréhender la complexité des transitions écologiques, les différentes échelles et dimensions, dans les échelles de temps, les échelles planétaires, dimensionnelles, co-construire des diagnostics et des solutions pour permettre par tous l'appropriation par des objectifs et des modalités de cette transition. Donc en fait, il y a des questions sur le côté des diagnostics, des solutions et d'arriver à quelque chose. C'est un tout petit peu plus précis, mais ce n'est pas terrible. Alors, avec Rosen, Texier-Picard, on a déposé un projet EDD Sup, Éducation Développement Durable dans le supérieur. Donc on a fait EDD et je l'assume. Parfois, il faut mieux mettre les mots-clés pour obtenir le pognon. Et dans le supérieur, qui est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on s'était posé initialement quelques questions, on appelle dans notre jargon des questions de recherche. On s'était posé la question de savoir quelles valeurs, quels savoirs intérieurs, quelles croyances sont mobilisées par les étudiants quand ils discutent des questions liées au développement durable. En gros, c'est de savoir en fait quel est le constat, quel était des lieux initial. Qu'est-ce que les étudiants imaginent déjà avant de savoir qu'est-ce qu'il faudrait leur apporter. Et puis on s'était posé la question quelles ressources, quels dispositifs pédagogiques sont les plus à même de faire évoluer la place des croyances au profit d'une démarche scientifique, puisqu'on est fait là pour former des scientifiques, du moins dans notre esprit de normalien, et de produire des envies de se mobiliser, de rechercher des solutions problématiques, etc. La dernière question qu'on n'a pas eu le temps de traiter, qui intéressait plus ma collègue Roselle, c'était savoir s'il y avait des différences de genre sur l'origine sociale. Effectivement, on a eu un problème, c'est quand je vois ici, là, ça va être assez dur de faire des statistiques filles-garçons en prenant des échantillons représentatifs en nombre de filles. Voilà. Quand on a les populations, on s'est beaucoup concentré sur les écoles d'ingénieurs et on a toujours le même problème partout, quoi. Il faudrait qu'on étende ailleurs. Alors, le contexte scientifique de la recherche, donc ça, c'est les questions qu'on se pose, qu'on pourrait dire que ce sont des questions, quand je les pose ici, elles sont mises sous une forme qu'on va dire profane,
C'est-à-dire qu'en gros, c'est les questions qu'on peut se poser tous les jours et qui parlent notamment à un mec du ministère, du rectorat, qui va finir par dire « oui, c'est bien, on met de l'argent sur celui-là ». D'un point de vue, quand on les traduit en termes de recherche scientifique, ça devient ce qu'on appelle des QSSV, des questions socio-scientifiques vives. Alors, elles sont définies par M. Legardez et Mme Simoneau comme étant triplement vives, c'est-à-dire, en fait, ce sont des questions à la fois sociales et scientifiques, et elles sont vives, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont parce qu'elles font débat dans 3 domaines. Elles sont vives socialement, elles agitent des espaces sociaux, médiatiques, etc. Vu à la télé, on en parle, on s'échine dessus, les politiques racontent tout et n'importe quoi sur la question, et les gens racontent tout et n'importe quoi sur la question, et donc vous avez un certain nombre de choses qui se disent. Alors dans le tout et de n'importe quoi, dans le tout, il y a également des choses extrêmement justes. Il y a aussi parfois des grosses conneries. Elles sont vives scientifiquement parce que je ne peux pas non plus faire appel à une société savante, à un scientifique de référence qui va me dire « dans le bouquin, c'est écrit ça, et c'est comme ça ». Quand je dis 2 plus 2 égale 4, généralement, il y a quand même un matheux qui dit « c'est ça ». Si je commence à dire que plein de choses sur les énergies renouvelables ou choses comme ça, certains vont sortir des choses en disant même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. On pourrait dire, par exemple, plein de choses, et on verra qu'il y a des choses, par exemple, est-ce qu'une éolienne tue les oiseaux c'est encore un sujet de controverse. Il n'y a pas de... Est-ce que ça tue beaucoup? Bah, beaucoup. Alors, ça tue parfois un oiseau, ok. Est-ce que ça tue beaucoup les oiseaux? Bah, peut-être. Est-ce que ça nuit, etc. Il y a plein de choses qui sont... Alors, il y a dedans, il y a des savoirs stabilisés, sur lesquels on est d'accord. Une éolienne, ça produit de l'électricité. Ok, ça, on est d'accord. Mais est-ce que quel impact ça peut avoir, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Et enfin, vivre didactiquement, parce que les enjeux didactiques, les enjeux d'enseignement sont très différents de ce qui peut être derrière. Je vais essayer de préciser ça. En fait, l'enseignement d'une QSSV, c'est, Laurence Simoneau l'explique comme était de continuum d'enjeux éducatifs qui comprend de l'apprentissage de concepts scientifiques stabilisés. Donc ça, c'est, disons, ce qu'on va appeler un peu l'enseignement traditionnel. Votre prof de maths, il ne s'occupe pas d'aller regarder des choses qui sont en train de discuter entre chercheurs, il vous enseigne les maths. Quand je vous enseigne les machines électriques, je ne vous enseigne pas les dernières avancées sur les machines électriques sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord, je vous enseigne la machine classique, et ça marche très bien. Donc là, il va falloir quand même faire de l'apprentissage de concepts scientifiques sous-jacents, qui sont stabilisés, donc ça, c'est du relativement classique. Il y a aussi de l'autre côté, c'est tout ce qui est, pour les savoirs non stabilisés, développer une espèce de pensée critique. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir essayer de savoir, est-ce que ça, ce que dit monsieur, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est probable? On a par exemple sur la question même du changement climatique, on a eu 20 ans de discussions scientifiques. Aujourd'hui, la question est stabilisée, la responsabilité anthropique, elle est considérée comme une vérité scientifique, prouvée, démontrée, etc. Pendant longtemps, il y a eu des débats avec des gens qui n'étaient pas d'accord. Le meilleur argument qu'on a pour montrer que c'est le taux de carbone, les différentes carbone 13 et 14 dans le CO2. En fait, dans l'atmosphère, il y a beaucoup plus. Le taux de carbone 13 et 14 a beaucoup diminué. Le carbone 13 et 14, en fait, il se fait dans la radiation solaire. Et en fait, quand vous avez une grande source de carbone qui vient, il se fait avec l'ozone qui touche dans la couche d'ozone. Voilà, vous avez les rayonnements ultraviolets qui vont dégrader et faire muter des atomes de carbone 12 pour en faire des 14. Et après, ils vont se dégrader lentement. Quand vous êtes absorbé par vous, ils vont se dégrader. Vous allez rarement vous balader très haut dans le ciel. Et aujourd'hui, on a cette preuve-là, par exemple, qui est manifeste, c'est de dire que le taux de carbone 12 a vachement augmenté. C'est-à-dire que le carbone qui est dans l'air ne vient pas de cycle naturel, il vient bien des énergies fossiles, et c'est ça qui fait l'augmentation globale. Donc il y a des démonstrations qu'on arrive derrière avec des raisonnements scientifiques imparables, mais pendant longtemps, ça a été discuté. Et donc on arrive à la fin sur quand même qu'au-delà pour entraîner une QSSV, si on veut avoir un développé de notre pensée critique, il faut comprendre comment la science s'est formée. Il faut vous former à comment la science se forme.
en disant c'est pas ce qui est écrit dans les bouquins. Il y a aussi, s'il y a un débat scientifique, c'est normal. Ce ne sont pas parce qu'il y a des gens qui font dire n'importe quoi ou il y a des gens qui sont payés pour vous dire quelque chose. C'est la controverse fait partie du processus, mais la controverse n'est pas éternelle. La controverse se fait sur la base d'un raisonnement scientifique, avec des démonstrations, avec des preuves, des expériences qui démontrent que, et à la fin, on finit par arriver sur quelque chose qui finit par faire une certitude. Donc tout cela, ce sont une façon différente d'enseigner, c'est-à-dire qu'on s'adresse avec des gens avec une pensée critique qui est quand même beaucoup plus compliquée à développer que de dire tu apprends ta leçon et tu la répètes, tu fais l'exercice et ça ira bien. Pourquoi j'ai deux fois la même transparent? Je dois avoir un souci. Bon, la transition énergétique, c'est alors, la transition énergétique, parmi les QSSV, a en plus quelques spécificités. Alors, la plupart ont ce genre de spécificité-là, mais la transition énergétique ou toutes les transitions écologiques, d'une certaine façon, ont une spécificité qui est souvent d'être, tout ce qui est question environnementale, d'être multidimensionnel. Si je prends la transition énergétique, effectivement, la question est assez simple, c'est de savoir, je veux avoir ce qu'on appelle côté humain une production d'énergie, même si l'énergie se conserve, donc on ne peut pas la produire, mais disons une captation d'énergie à travers certaines sources pour en faire une énergie utilisable par l'homme, et de l'autre côté, une consommation d'énergie. Donc l'idée, c'est qu'il y a deux volets, il y a la consommation et la production, il va falloir gérer là-dessus. Évidemment, ce n'est pas que ça. Il y a également derrière tout un tas d'impacts. Impacts qui peuvent être environnementaux, sociaux ou économiques, c'est-à-dire combien ça va coûter, quel impact ça va avoir sur les oiseaux, les chauves-souris, la vie dans la nature, etc. Et puis les impacts sociaux que ça peut avoir aussi. Si je licencie les gens pour pouvoir faire, est-ce que cette activité est encore durable? Est-ce que je peux foutre dehors tous les pilotes d'avion en disant ça ne va pas? Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont derrière. Donc je peux après redécomposer tout ça. Par exemple, dans les impacts environnementaux, j'ai mis la problème d'utilisation de l'eau, de la biosphère, les empreintes territoriales, les rejets, les pollutions, avec éventuellement la question du recyclage, les émissions de CO2 et le climat, ça vous y aviez pensé. Dans les impacts sociaux, je vais retrouver avec l'acceptabilité sociale. Dedans, je peux mettre par exemple, est-ce qu'une éolienne c'est moche ou pas moche? Ça, c'est une acceptation sociale. Et c'est un impact social qui va être important ou pas, avec la question très subjective de savoir ce que c'est moche ou pas moche. Les emplois, les reconversions, et puis vous avez la question de la précarité énergétique qui peut aussi aller derrière. Puis vous avez les impacts économiques qu'on résume souvent à une question de coût, mais avec tout un tas de choses sur la durée de vie d'une éolienne. Il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir éventuellement discuter, savoir comment ça se prend. Vous avez aussi des enjeux sociétaux qui ne sont pas que les impacts sociaux, c'est-à-dire par exemple une politique industrielle. Est-ce que je veux être performant, nouveau, à la pointe de la technologie, ou plutôt le mode Amish, j'aurais pu revenir en arrière. La question de l'indépendance énergétique qu'on a pu discuter depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les questions des engagements internationaux, les modèles de planification. Est-ce que je fais dedans, il peut y avoir de la fiscalité, de la juridique, etc. Vous avez la question de la durabilité avec la question intergénérationnelle. Ok, durable, mais pour combien de temps? Pour 5-10 ans. Et puis vous avez, par exemple, pour la consommation, vous avez tout ce qui peut être lié à la sécurité d'approvisionnement. Est-ce qu'il est important que la consommation soit satisfaite à tout moment? C'est vital parce que sinon l'industrie s'effondre ou c'est pas grave. Vous avez différents impacts derrière. Et puis quand je regarde après la production, je pourrais regarder renouvelable, non renouvelable, mais après je peux détailler entre le fossile, le nucléaire, la question des réserves quand j'ai des ressources non renouvelables, la question des mix quand je commence à mélanger un peu tout, de la consommation, etc. Et puis là, je peux aussi aller plus loin en allant chercher les puits de carbone, la réserve de charbon, tout un tas de choses. Et vous avez une dimension qui commence à devenir un peu large, que je peux même compléter en regardant la consommation, puisque je peux regarder quels sont les profils de consommation, et si je peux piloter la consommation avec des smart grids, c'est la question qui est derrière. Et puis l'évolution à prévenir de la consommation, est-ce que ça se fait en fonction qu'avec l'évolution de la population dans les années à venir, l'évolution du niveau de vie, l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, est-ce que je suis capable de renoncer à? Et ça, c'est à quelque chose qui est quelque part entre les enjeux sociétaux et les évolutions de la consommation. C'est un peu lié entre les deux. Donc vous voyez, normalement, quand je dois traiter de la transition énergétique, je dois traiter de tout ça. Évidemment, et là, vous avez 3 heures.
ok, j'ai 3 heures, donc je ne vais pas traiter tout ça. Mais il serait quand même intéressant que les élèves, les étudiants, soient conscients de tout ça derrière. Donc il va falloir à un moment traiter les choses d'une façon ou d'une autre. Donc, vous voyez que l'enjeu didactique de traiter de cette question-là, c'est pas juste faire un cours sur les éoliennes, comme on nous dit, c'est parfois aller traiter des choses beaucoup plus en profondeur. Et il n'y a que ça qui va permettre de pouvoir répondre aux questions que les étudiants se posent. Alors, pour mener cette recherche, on s'est appuyé sur 2 dispositifs. La fresque du climat, je ne présenterai pas les résultats aujourd'hui. Et une autre activité pédagogique que je présente aujourd'hui, qui est autour d'un jeu sur la transition énergétique, que les 2e années ont fait dans une version nouvelle, que les 3e années ont fait dans cette version-là, et que les premières années feront peut-être l'an prochain dans une version différente. Ils le feront l'an prochain, la question c'est de savoir quelle sera la version. A priori, un peu différente aussi. En tout cas, différente de celle-ci, parce qu'on a déjà pas mal évolué. Donc, en fait, l'idée qui est dans l'activité qui est proposée, une activité qui se déroule en 3 heures, vous avez une carte d'une île virtuelle. L'idée, c'est de ne pas... on a fait dans le virtuel pour ne pas rentrer dans dans des idées préconçues. Si je vous disais la transition énergétique de la France, vous avez peut-être déjà votre idée derrière. Ou de tel pays, voilà. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait? Là, la page est blanche et vierge, ce qui permet de revenir sur comment vous projetez les choses. Vous avez ensuite, l'île a été divisée en 4 secteurs, ce qu'ils ont par les pointillés là. Et donc vous avez 4 communautés qui décrivent les particularités de l'île. Ici il y a des forêts, ici il y a des vaches qui broutent paisiblement, ici on cultive du blé, ici il y a du monde, ici on fait de la pêche, etc. Il y a un peu de ça. Et puis à côté, il y a des fiches énergie. On propose 9 sources d'énergie, toutes renouvelables. Alors, c'est un biais du jeu qui consiste à dire on force à faire une île 100% énergie renouvelable, parce que la consigne qui est donnée, c'est rendre l'île autosuffisante en énergie. Donc, comme il n'y a que des sources renouvelables sur l'île, il n'y a pas le choix. Donc, on force la consigne. Alors, c'est à la fois, on va dire, c'est biaisé, mais à la fois, ça correspond au scénario de l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, qui dit qu'à terme, en 2050, si on veut faire une transition énergétique et réduire l'empreinte carbone compte tenu des objectifs de la COP 21, machin chose, on finira avec 95% d'énergie renouvelable et 5% de nucléaire. On a juste forcé le trait en disant faisons 100% et on n'en parlons plus, quoi. Et est-ce que c'est jouable ou pas? La question, c'est savoir. La carrière, c'est pas savoir si c'est jouable ou pas. La question, c'est savoir si c'est jouable, mais à quel prix, à quel coût, notamment sociétaux, environnementaux, etc., puisque dire que c'est renouvelable, c'est pas tout dire. Donc, les étudiants choisissent dans les 9 fiches énergie lesquelles sources d'énergie ils vont implémenter. Donc, dedans, il y a de l'éolien, du solaire, de la biomasse, de l'énergie des vagues, l'énergie des marées, tout un tas de trucs qu'on peut imaginer, des barrages hydroélectriques, tout ce qui est renouvelable est à peu près, disons, qui a passé au moins une échelle pré-industrielle. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qui leur est fourni, c'est un tableur. Donc le premier onglet du tableur, qui est le cadre du dessus, permet de dire combien, si vous prenez tant de kilomètres carrés de forêt, vous allez pouvoir produire tant d'énergie avec votre bois, le bois que vous coupez. Si vous mettez des panneaux solaires, tant de kilomètres carrés de panneaux solaires, ça va produire tant d'énergie. Et puis ce sera le coût et les émissions de CO2 correspondantes. Et puis le deuxième onglet, qui est mis après derrière, est assez intéressant, puisque en fait, il permet de regarder l'évolution de la production mois par mois et de la consommation. Donc la courbe rouge, c'est la consommation, et la courbe violette et jaune, parce que là, j'ai un mix essentiellement fait d'éolien et de solaire, c'est la production mois par mois. Et on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a plus de vent en hiver qu'en été, et on consomme plus en hiver qu'en été, et il y a plus de soleil en été qu'en hiver, et on consomme moins en été qu'en hiver. Voilà. Ce sont des choses qui sont extrêmement triviales, mais qui permettent en fait après de vérifier que l'on produit bien. Alors, les scénarios de transition énergétique tels qu'ils sont faits par l'ADEME, par tout un tas d'acteurs qui proposent des scénarios de transition énergétique, font ce genre d'exercice, puisque dans un réseau d'électricité, il ne faut pas juste assurer la consommation d'énergie, la production d'énergie, il faut aussi assurer l'équilibre en puissance, normalement à tout instant.
Là, on a pris un pas de temps d'1 mois, ce qui permet un peu de voir grosso modo les choses. Et dans les études qui sont faites sur des scénarios de transition, on prend un pas d'1 heure, voire moins. 1 heure, c'est souvent ce qui est pris, parce que 8760 points par an, si on veut faire un truc sur une dizaine d'années, ça commence à faire déjà pas mal de points. Donc on va regarder sur un truc d'1 heure, heure par heure, ce qui va se passer, avec notamment, ce qui est intéressant dans heure par heure, c'est, voilà, quand est-ce que je consomme de jour, que je consomme de nuit, etc. Et donc s'assurer qu'à tout moment, on est capable de produire l'énergie dont le consommateur a priori besoin. Il y a plein d'a priori là-dedans. A priori, on produit a priori ce que le consommateur a priori besoin. Donc ça, c'est un peu pour garder une espèce de méthode qui correspond à ce qui se fait couramment dans les analyses de transition énergétique, faire en sorte que l'activité ne soit pas un truc complètement hors sol et naïve, corresponde à une étude à peu près scientifique de la chose. Donc ça, c'est ce qu'on a fait faire, et maintenant, disons que ça, c'est mon boulot, disons, d'enseignant. On développe une activité, on la teste, après on donne une note aux étudiants, où on leur dit qu'ils sont nuls. C'est plus simple, comme ça on leur donne les noter, on dit qu'ils sont tous nuls, parce qu'ils n'ont pas compris que j'étais génial. En recherche, on va essayer de travailler différemment, c'est-à-dire que là, maintenant, on va essayer d'évaluer ce dispositif, d'analyser ce dispositif, et donc pour ça, il va falloir faire une collecte de données. Donc on a testé ça à l'ENS de Rennes, à Centrale Supélec et à l'Université La Salle, l'école des métiers de l'environnement, juste de l'autre côté de la rue. Je n'ai pas eu de frais de transport pour aller de l'autre côté. Pour pouvoir évaluer ça, on a procédé avec différentes données 3 types de données qu'on a collectées. On leur a d'abord posé un questionnaire avant le jeu. C'est-à-dire, en gros, l'idée initiale qu'on avait en tête, c'était de leur poser qu'est-ce que vous imaginez, ce que c'est qu'une transition énergétique, quelles sont vos idées préconçues sur la question. Puis après, on a posé quasiment le même questionnaire, enfin pas tout à fait la même chose, et on a d'ailleurs, les questionnaires n'étaient pas totalement, étaient anonymisés, mais non pas random, c'est-à-dire qu'en fait, on gardait une trace de savoir ce qu'avait répondu l'étudiant A pour comparer à sa réponse à l'étudiant après en post-test et appareiller les deux pour voir s'il y avait une différence entre avant et après, s'il avait changé de point de vue. Donc ça, c'est dans les questionnaires pré- et post-test qu'on a envoyés aux étudiants. On a aussi enregistré certaines sessions pendant lesquelles s'est passé. Donc on a observé on a enregistré les étudiants en train de jouer au jeu, d'essayer de débattre entre eux, de se pouiller les uns les autres, éventuellement de s'arriver à se mettre d'accord à la fin, sans effusion de sang. On n'a pas eu de blessés ni de morts. Et puis à la fin, derrière, on a demandé à certains étudiants volontaires s'ils ne voulaient pas participer à un entretien, ce qu'on appelle semi-directif avec des étudiants. C'est-à-dire qu'en gros, la chercheuse, on avait Carole qui travaillait sur ce projet-là, a interrogé les différents étudiants. Elle a eu un entretien de 3/4 d'heure, 1 heure, parfois plus, parce que certains étaient très bavards, et Carole l'est tout autant. Et donc c'est un entretien semi-directif, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'en gros, Carole avait une liste de questions en tête, mais le but, c'était pas de répondre question par question. On a laissé la conversation, elle a laissé également la conversation se faire libre. Ça, c'est important, puisque le but, c'est pas de contraindre, c'est de laisser le maximum d'expression. Et si un étudiant veut parler de quelque chose qu'on n'avait pas prévu, lui laisser la possibilité de le faire. Donc c'est directif, mais semi-directif, on laisse une certaine liberté, parce que c'est souvent dans ce qu'on n'avait pas prévu comme question que les réponses sont les plus intéressantes. Et après, derrière, le but, c'était de faire une analyse, c'est-à-dire un synopsis de la session, une analyse, et puis essayer de regarder les écarts et faire les premières interprétations. Ça, c'était la méthode que j'ai regardée. Donc, si vous regardez, on a 19 étudiants à l'ENS à qui on a demandé un questionnaire. Il y en a 18 qui ont répondu au pré-test. Vous voyez qu'on a été très efficace et très contraignant. 13 au post-test, on n'est pas couru derrière. Centrale Supélec, on a envoyé à 31, il y en a 10 qui ont répondu. À l'EME, elle a été aussi très directive, la prof. Voilà. Et puis après, on a eu 7 entretiens à l'ENS, un entretien à Centrale Supélec et 4 à l'Université La Salle. Voilà. Donc en gros, on a interrogé en tout 12 étudiants, 12 interviews d'étudiants. Je vais vous en présenter que 3 à la fin, on ne va pas regarder les 12 derrière, mais ces 12-là nous forment un matériau extrêmement précieux. Et je remercie tous les étudiants qui ont bien voulu répondre aux questions, se prêter à ce jeu.
Alors, on va commencer par l'analyse des questionnaires, savoir ce qui s'en est sorti de ces questionnaires magnifiques. Donc, la première question qu'on leur pose, une des premières questions qu'on leur posait, parce que avant, c'était des questions t'es un garçon, t'es une fille, t'es à quel âge, voilà, des trucs qui permettent un peu de positionner les choses. Et on leur avait proposé, on leur a dit simplement, voilà, je vous parle de transition énergétique, qu'est-ce que ça vous évoque? Et ils devaient répondre la première fois avec des mots, comme ça mis en vrac, et la deuxième fois et la faire avec une phrase. Ok? Ils avaient 2 fois la même question, une où ils mettaient des mots en plic-ploc et l'autre en vrac. Avec les mots, on en a fait et les phrases, on en a fait des nuages de mots. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en pré-test, c'est-à-dire quand on leur dit quels mots, quelles images vous viennent à l'esprit quand je vous parle de transition énergétique, voici tous les mots et les images, tous les mots qui nous sortent derrière sur l'ensemble des étudiants qui ont répondu au questionnaire pré-test. Pré-test et post-test. On a regardé le même échantillon, pré-test et post-test, on a regardé que ceux qui avaient répondu 2 fois, de façon à avoir une évolution qui soit correcte. Bon, il n'est pas très étonnant que quand on parle de transition énergétique, les gens parlent d'énergie. Honnêtement, là, on n'a pas fait d'arrêt cardiaque, on s'est dit c'est à peu près normal. Que le mot renouvelable arrive assez souvent, oui, pas de surprise non plus. Après, vous voyez des choses comme vert, fossile, production, changement, on parlait de transition, ça paraît normal, panneaux, on imagine photovoltaïque, transition, consommation, ressources, sobriété, optimisation, nucléaire. Il y a un tas de trucs qui apparaissent derrière. Ça, c'est le nuage de mots qui apparaît dans le truc post-test. On prend les réponses post-test et on reprend derrière. Grosso modo, on retrouve énergie et c'est pas très net, la différence. Il n'y a pas une variation énorme du truc. Donc on va regarder un peu plus en détail. Donc a priori, il y a assez peu de changements. La seule chose qu'on voit, c'est que la dimension production, vous voyez, a pris beaucoup plus d'ampleur. Plus le mot est écrit gros, c'est que plus il revient souvent. Donc effectivement, l'activité était beaucoup liée sur produire de l'électricité pour satisfaire aux besoins, faire une transition énergétique autour de la production. Pas non plus très étonnant qu'à la sortie, il parle plus de production. Peut-être d'ailleurs, il y a dedans un biais, c'est-à-dire un effet, ce qu'on appelle en didactique, un effet de contrat. L'étudiant n'est jamais totalement neutre dans l'affaire. On lui pose une question, il se dit quelle est la réponse qu'attend le prof. Il m'a fait faire un travail sur la production d'électricité, il doit attendre que je parle de production. Donc généralement, il va vous parler de ce que vous attendez. Donc il y a un effet, on a un peu induit la réponse. Mais pas que. Vous voyez aussi que, par exemple, que le nucléaire a totalement disparu. Le fait que le jeu ne parlait pas de nucléaire fait qu'ils ne se sentent plus utiles de parler dans une transition énergétique que le nucléaire est un truc important. Ça ne fait plus partie, ça ne leur apparaît plus derrière. C'est assez étonnant. Et par contre, vous voyez aussi on voit que le mot renouvelable est un peu moins gros, mais en fait, il y a aussi plein de nouvelles sources d'énergie qui sont apparues de type renouvelable, celle que j'ai entourée en jaune. J'ai entouré en jaune pour reprendre le code de la carte multidimensionnelle qui était la dimension production qui était en jaune. Et donc, vous avez l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie, l'hydrolienne. Alors, vous avez toujours l'éolien et le solaire, hein, c'est toujours mis derrière, mais il était déjà présent avant. Il y a d'autres nouvelles formes de sources d'énergie dont les étudiants considèrent que c'est important de prendre. Là-dedans, je suis à nouveau prudent. Je ne sais pas ce qui est le fait de nous faire plaisir en répondant aux questions qu'on attend, et puis ce qui est vraiment une prise de conscience que les énergies renouvelables, ce n'est pas que le solaire et l'éolien. Alors, sur la question du nucléaire, on a quand même creusé un peu, on est allé chercher à voir qui parlait du nucléaire avant, et quelle était la phrase où était extrait ce mot nucléaire. Et donc, on a retrouvé un exemple type de ce que disait un ou deux étudiants d'avant. Ils disaient plus ou moins la même chose. J'ai pris un exemple, parce que je ne vais pas vous noyer sur l'ensemble des exemples. Ils disaient, le nucléaire, actuellement ma vue, fait partie du mix énergétique. S'il n'est pas une solution à long terme, aucune énergie n'est 100% propre. Donc en fait, voilà, dans un mix énergétique, ils considéraient que le nucléaire devait forcément faire partie d'une transition énergétique. Après, il tient un autre discours, dans lequel il ne reprend pas cet argument-là. Il aurait pu le redire la même chose en disant « je ne suis pas convaincu », mais bon, on a ça. Une autre façon de regarder aussi, c'est qu'on a vu aussi d'autres choses qui apparaissent.
la notion de coût que j'ai intégrée en vert parce que c'était la question, la couleur dans la carte multidimensionnelle. La question de l'efficacité qui a disparu et celle de l'autoconsommation qui a apparu. Voilà. On a d'autres choses derrière. Alors sur le coût, on a été regarder les mots et on ne sait pas si c'est un coût social, un coût environnemental, un coût économique. A priori, ça a l'air d'être plutôt économique, mais ce n'est pas évident. Puisque, enfin, peut-être que nous surinterprétons dans le sens que nous, on avait envie. Donc on n'a pas une certitude à 100%. Bon voilà, le nuage de mots, finalement, ne nous apporte pas grand-chose. Quelques évolutions, on voit quand même, quelques légers bougés, mais rien de bien signifiant. Ensuite, on leur avait demandé, comme parmi les questions, on leur avait posé celle de choisir une image. On leur avait proposé 5 images, vous voyez, le 1, 2, 3, 4, 5. 5 images susceptibles de représenter la transition énergétique. Donc on avait choisi quelque chose qui est du genre, voilà, un truc qui capte le CO2 qu'il fout sous terre, donc un puits de carbone. La 2, vous avez eu le temps de le lire, donc voilà. Vous avez émis plus de CO2 qu'une centrale nucléaire. Des panneaux photovoltaïques dans un champ, un espèce de dessin entre les gros trucs qui sont pourris et les jolies éoliennes dans un ciel bleu. D'un coup, il fait beau, en plus, c'est ça qui est magnifique. Et puis, vous avez un truc beaucoup plus technique avec 33% du mix énergétique, voilà, les énergies fossiles, le poids, et qu'on doit faire moins 50% en 2050, etc. Donc, l'idée, c'était laquelle, selon vous, illustre mieux la notion de transition énergétique? La question est assez vague. Mettez-vous dans la tête ce que vous auriez répondu, vous, ce que vous auriez choisi. Et maintenant, je vais vous donner les réponses des étudiants. Donc, quand on demande la question la plus appropriée, c'est la 5 qui est sortie. C'était la 5 qui est citée le plus souvent. Celle avec les panneaux photovoltaïques, il n'y en a qu'un qui l'a citée, est plutôt en post-test qu'en pré-test. Le nucléaire a été cité par 2 d'entre eux. Avec le nucléaire, c'était l'image avec mettez plus de CO2 qu'une nucléaire. Donc, c'est une énergie non émettrice de CO2. C'était cité par 2 étudiants sur la totalité, choisi par 2 étudiants, et vous voyez que ça a disparu après. Il n'y a plus aucun étudiant qui l'a choisi, il part sur autre chose. À nouveau, les évolutions ne sont pas ouf. Hein. Captation CO2, il y en avait 1, il y en a -2, -1, +1. Grosso modo, on n'a pas une fluctuation du nombre d'étudiants qui parlent d'un truc à l'autre faramineuse. On ne leur a pas fait bouger la représentation complètement. Ils n'ont pas complètement changé d'avis. Mais il y a des petits bougés. Donc, une des justifications qu'on peut trouver, c'est par exemple, j'ai récupéré ici un verbatim d'un étudiant qui dit, parce qu'on leur a demandé de choisir, puis on demandait de justifier le choix. Quand même, on leur a posé 2 questions, quel est le numéro et pourquoi. Et donc il dit la 5 parce qu'elle représente 2 moyens de produire de l'énergie de manière opposée, matériaux finis avec la deuxième ressource des sources d'énergie infinies. Donc on est sur la question de la finitude et non des ressources, et donc sur la question plutôt durable que sur la question émission de CO2, etc. Là, on n'en parle pas. Donc on a de la durabilité et puis la question finalement renouvelable qu'on pourrait dire derrière en termes de production. Il y avait une animation qui disait que le nucléaire disparaissait. Le nucléaire vient de disparaître. Ok, j'en ai parlé avant. Quand on leur demande l'image la moins appropriée, en fait, c'est celle-là qui sort en premier, qui est la captation de CO2, qui représente, voilà. Donc, celle-ci, pour évoquer la transition énergétique, ça ne paraissait pas aux étudiants la bonne solution. Donc, vous voyez qu'elle est très peu choisie de l'autre côté et qu'elle est assez massivement rejetée de l'autre côté. Parce qu'on leur a demandé la moins appropriée des 5. Et voilà, donc on va à la couche souterraine. Donc, j'ai pris ce verbatim-là parce qu'il est assez intéressant puisqu'il permet de montrer que l'étudiant qui a rejeté cette image a bien compris la signification de l'image. Il n'a pas mal interprété parce que c'est aussi pour ça qu'on demande, c'est pour être sûr qu'ils la rejettent pour de bonnes raisons et pas parce qu'ils n'ont pas compris l'image, parce que notre image est toute pourrie et qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Et donner l'idée qu'on n'a pas besoin de changer d'habitude avec notre système énergétique actuel. Donc ça, ils ne sont pas d'accord avec cette affirmation-là et ils ont l'impression que cette image-là le fait. Alors, quand je dis j'ai pris cette verbatim-là, je l'ai pris aussi parce qu'il est assez illustratif et représentatif de ce que la plupart des 9 autres qui ont fait ce choix-là ont dit aussi. Hein.
On est bien d'accord avec ça. J'essaye d'être à peu près honnête. L'autre image qui était moins pertinente à égalité, c'est celle sur la centrale nucléaire, justement. Et voilà. Il dit ça représente un mode de production d'énergie alors qu'une transition écologique devrait s'appuyer sur plusieurs moyens de produire l'énergie. Pour eux, là, l'idée, c'est que le mix, c'est quelque chose d'important. Et voilà, il y a un autre qui dit « Je n'aime pas la seconde car je la trouve fausse, même si je comprends l'idée. Voilà. » Il y a quelque chose derrière qui est... Ils ressentent une espèce de propagande, à la fois par quelque chose de dire qu'on va tout faire sur une seule source d'énergie. C'est pas possible, c'est pas jouable, pense-t-il, avant tout court. Et l'autre côté, la seconde, il la trouve fausse. Pas mis en détail derrière, il comprend l'idée, voilà, mais il trouve qu'elle est fallacieuse et qu'elle a tendance à faire une représentation erronée. Ça n'empêche qu'il y en a d'autres qui l'avaient choisi, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'ici, on a un peu les images derrière. Donc si je veux faire une espèce de conclusion d'analyse des questionnaires, alors l'analyse des représentations étudiantes avant et après activité montre des bougées, ce qu'on a appelé des bougées. Disons que soit vous voulez dire qu'il y a eu une fluctuation et qu'avec beaucoup de mauvaise foi, on peut vous dire que ça a bougé grâce à nous, soit on peut dire que c'est vraiment trop faible pour que ça se fasse. On prétend quand même toutefois qu'ils sont signifiants parce qu'ils vont à peu près tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même des choses qui apparaissent. On voit qu'il y a une ouverture vers plus d'énergie renouvelable qui sont plus prises en compte. Après 3 heures d'activité dessus, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de choses qu'ils n'en pensaient. Il y a le poids du nucléaire qui baisse un peu. Vous voyez qu'il est rejeté avant, il continue d'être rejeté derrière. Il n'y a pas d'adhésion en disant c'était n'importe quoi. Et voilà. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ces changements, ces bougées, ne concernent pas que les activités explicitement traitées par des sujets explicitement traités par l'activité. Quand ils disent qu'ils parlent plus de renouvelables, c'est normal, on aura peut-être fait découvrir des énergies renouvelables dont ils ignoraient tout avant. Quand ils commencent à remettre en cause le nucléaire, on voit que ça les fait réfléchir plus loin. Voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser en disant, voilà, il peut s'être passé derrière. Ceci dit, à la fin de cette étude-là, on se dit, on est assez déçu parce qu'on n'a pas l'impression que le dispositif fait changer grand-chose. On peut éventuellement chipoter, essayer de trouver des trucs, mais qui sont plutôt d'études de deuxième ordre, avec donc des questions qui se soulèvent. Soit on se dit que ces bougées sont vraiment faibles, c'est-à-dire qu'en gros, l'activité n'a pas d'impact. OK. En gros, on leur a fait perdre 3 heures. Bon, ils se sont amusés, ils se sont éclatés, ils ont joué, ils ont débattu, etc. Mais ça ne leur a pas fait changer grand-chose, et donc cette activité n'a aucun intérêt. Soit on peut se dire aussi, c'est que la méthode à laquelle on s'y prend pour essayer de détecter ces bougées, avec des questionnaires, n'est pas du tout pertinente. Soit parce qu'il ne faut pas poser des questions comme ça, on s'y prend mal, soit on a la question de savoir est-ce qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Donc là, en gros, c'est peut-être la difficulté qu'il peut y avoir en sciences humaines, c'est que chaque fois on revient à la question de la méthodologie. Je veux démontrer quelque chose, mais quand je n'arrive pas à un résultat, je peux me dire c'est parce que je m'y suis pris comme un pied et qu'il faut peut-être reprendre différemment. Et puis on peut se poser la question, c'est savoir si c'est vrai, qu'est-ce qui a été un frein à l'évolution, c'est-à-dire pourquoi ce dispositif ne marche pas, pourquoi ce dispositif qui a été pensé, réfléchi, je ne l'ai pas fait tout seul, donc ce jeu, c'était des travaux que j'ai fait avec Catherine Barouet qui avait fait un travail avant en lycée, on a adapté ça au niveau secondaire, j'ai fait des formations avec, on a fait plein de trucs, les gens trouvaient ça plutôt bien et après derrière, ça ne bouge pas. Donc on peut se poser la question, c'est savoir en quoi le dispositif est finalement foireux lui-même, pourquoi ça ne fait pas bouger. Donc ça, c'est ces questions-là qu'on s'est ensuite essayé de trouver une réponse en essayant de pousser plus loin. Alors, avant de commencer à changer de méthode, je voudrais revenir un peu sur des éléments de théorie en didactique. Donc, en fait, j'ai dû dire au moins 20 fois ou 30 fois le mot représentation, sans jamais le définir. Ça ne vous gêne pas. Ça aurait été une conférence en didactique, je me serais fait huer dès le départ et à reprendre par le président. Donc, tout concept doit être défini. En sciences humaines, c'est bien ça le problème. Quand je vous dis qu'il y a un courant dans le circuit, personne ne dit « qu'est-ce que tu appelles un courant ?» En sciences humaines, il faut chaque fois redéfinir tous les termes parce qu'il
chaque école va appeler des choses différemment. La représentation sociale n'est pas la même représentation que la représentation didactique. Chacun a son vocabulaire et dit des choses. Vous allez voir qu'ici, on va parler de connaissances et de savoir, de connaissances et d'opinion. Et savoir et connaissance, faites la différence? Donc le savoir, dans ce cadre théorique-là, est considéré comme un savoir de référence scientifique établi, qui fait consensus. Et des connaissances, ce sont des choses qui sont connues, mais pas forcément établies scientifiquement. Mais ce sont des connaissances qui sont prouvées. On en a mis encore une autre définition ici. Donc en fait, la question de la représentation vient d'un constat. Donc là, je me suis abayé sur les travaux de Yves Laberge, qui est un Québécois qui a pas mal publié sur cette question-là, c'est plutôt un sociologue d'ailleurs, à la base. Il dit que l'étudiant adulte, parce qu'il a passé à l'université, mais ça marche aussi pour les étudiants, des gamins, même plus jeunes, mais en tout cas, nous, on s'occupe des étudiants. Il arrive à l'université, il n'est pas complètement vide. Aucun élève n'est complètement vide. Vous arrivez toujours avec des idées préconçues, des choses derrière. Vous avez déjà entendu parler d'énergie, de transition énergétique, et vous avez construit. Donc vous arrivez avec des connaissances, des croyances, des valeurs, plus ou moins clarifiées, plus ou moins affirmées. Il y en a certains qui ont vaguement réfléchi à la question, d'autres qui ont déjà débattu pendant des heures et qui sont carrés sur la question, plus ou moins discutables. Alors lui, montrer là-dedans d'ailleurs, c'était un des débats sur la transition, sur le changement climatique. Et en Amérique du Nord, il peut y avoir des choses parfois très rigolos quand vous tombez sur des Trumpistes. Il y a des représentations étudiantes qu'on trouverait très bizarres en France. Mais bon, en Amérique du Nord, ça marche. Et disons que lui faisait la comparaison entre le Québec et le fin fond des États-Unis, et des fois, un peu fort. Donc, on n'arrive pas vide, et même un gamin n'arrive pas vide. Il a, à chaque fois, il a entendu des trucs, il s'est fait ce qu'on appelle une représentation, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est une espèce de construit quelque chose qui lui permet de gérer le problème. Donc, ils arrivent avec un bagage fait de croyances, d'opinions, de certitudes, de préjugés. Et tout ça, ça a été largement induit par leurs parents, les profs qu'ils ont eus avant, le milieu social dans lequel ils ont baigné, et puis également tout ce qu'ils peuvent avoir vu dans les médias. Alors aujourd'hui, c'est encore pire parce que vous avez les médias sociaux, ils peuvent avoir vu sur Internet, sur une chaîne YouTube, sur un tel qui a raconté ça sur quelque part, vu à la télé aussi, et puis voilà, plein d'autres choses derrière. Le concept d'énergie, par exemple, peut parfois être interprété avec des dessins animés japonais. Puisque ici, voilà, ce que ça fait l'énergie pour un Pokémon. Et effectivement, ce n'est pas forcément le concept scientifique. Pourtant, on peut retrouver ce genre de choses. Alors, selon Yves Laberge, l'enseignant doit saisir ses points de vue, ses opinions et expériences pour les relativiser et les montrer, tout en évitant de leur indiquer quoi il pense. Dans une éducation citoyenne critique, il ne faut pas dire... On n'est pas, disons, dans certaines dictatures, on n'est pas à dire « tu arrêtes de penser comme ça, tu vas penser comme ça maintenant », c'est d'essayer de critiquer ce que la représentation peut avoir de juste ou pas juste et de l'amener à bouger, c'est-à-dire d'inciter les gens à changer d'avis. En fait, ça ne sert à rien de leur dire « non, c'est pas comme ça, c'est comme ça », parce qu'il va dire « bon, pour avoir l'examen, je vais répondre comme ça, mais j'y crois toujours pas ». Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de changer de croyance si vous n'avez pas montré à un moment que ce qu'il croyait n'était pas vrai. Il faut arriver à le montrer quelque part. Vous pouvez lui dire, hein, non, c'est pas, la mer, elle est pas bleue, elle est rouge. Ok, elle est rouge si tu veux. Mais je la vois bleue quand même, hein, ne déconne pas. Donc, si on veut vraiment changer en profondeur les gens, il va falloir leur montrer en quoi ils se trompent. S'il dit que la mer, elle n'est pas mouillée, ça, tu le fous dans l'eau, il va finir par trouver qu'elle est mouillée. Bon, ce déjà-là, en fait, il est, même s'il est faux, ce que dit Astolfi, et ses collègues, il est organisé chez les élèves en un système explicatif, personnel et fonctionnel. Ça, c'est le point vraiment important. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces croyances et systèmes de valeurs, ce n'est pas quelque chose qui est ploc-ploc dans un sac, c'est quelque chose qui est structuré, organisé. Et avec ça, l'étudiant a son système explicatif et ça lui convient très bien. Vous pouvez reprendre l'analogie, par exemple, sur ce système explicatif fonctionnel avec
le vieux débat, est-ce que la Terre est au centre de l'univers, ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou la Terre qui tourne autour du Soleil? Le système explicatif qui considère que la Terre est au centre, le Soleil tourne autour, la Terre tourne autour, les étoiles tournent autour, tout cela fonctionne très bien, est explicatif, rationnel, et on arrive à tout prévoir là-dedans. Qui est venu nous emmerder, Galilée, avec son idée de savoir si la Terre tournait sur elle-même, etc. Tout cela n'a aucun sens. Le système explicatif est cohérent. Et il est cohérent jusqu'au moment où on arrive à montrer que ça coince. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer de système explicatif. Donc en fait, sa représentation de la question sous-jacente, elle est susceptible d'interagir avec des savoirs. Et en fait, le problème, c'est que si vous amenez un savoir qui rentre en contradiction avec ce système explicatif, ben, il va être rejeté en disant ça c'est de la connerie. Ça ne rentre pas dans le machin. J'essaye de mettre, tu me mets une pièce qui veut aller dans le puzzle, et le puzzle, ça m'emboîte pas. Donc en fait, il va rejeter en disant c'est bizarre, ce que me dit le prof, ce que me dit tel article est bizarre, il ne colle pas. Donc il faut être très prudent sur cette question de représentation, c'est-à-dire qu'en gros, en plus, elle est présentée souvent en deux formes, un noyau stable, qui reprend avec les valeurs, etc., et de l'autre côté, un noyau un peu plus large. Donc les éléments constitutifs des présentations, je vais en mettre en deux. Il y a les connaissances qu'on a assimilées ici au savoir établi scientifiquement, qui fait l'objet d'un consensus, etc. Donc là, on considère comme connaissance qui est connaissance vraie, établie scientifiquement, donc des savoirs. Des opinions. Alors dans les opinions, il y en a au point trois types. Il y a les opinions erronées qui correspondent à des choses qui sont en contradiction avec sa savoir de référence. Le mec qui dit que la Terre est plate, c'est une opinion erronée. On pourrait aussi, par exemple, nier le lien entre usage d'énergie fossile et changement climatique. Ça, c'est une opinion qui serait considérée comme une erronée. Il y a aussi des opinions qui sont liées à des questions sur lesquelles il n'existe pas de consensus scientifique. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'impact des éoliennes sur les oiseaux. Peut-être que, voilà, il n'y a pas d'impact, on ne sait pas, donc il faudra bien dire derrière. Et puis en fait, il y a des opinions pour lesquelles, qui régissent d'un registre subjectif, ils ne pourront jamais devenir des connaissances. Une éolienne, c'est moche, ou une éolienne, c'est beau. Voilà. Ce sont des opinions qui se valent l'une comme l'autre, elles sont contradictoires, mais je ne peux pas dire qu'il y en a une qui est juste et une qui est fausse. C'est une question de point de vue. Je pourrais dire tout un tas de choses. Et enfin, il y a des valeurs et des pratiques. On va revenir sur cette question de valeurs un peu plus en détail. Les valeurs, sur les ouvrages sur lesquels on s'est appuyé, ça consiste à dire que ce sont les systèmes de valeurs qui guident les choix individuels et sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, les valeurs, c'est les critères selon lesquels vous prenez vos décisions. Donc, on s'est parlé sur le travail de Luc Boltanski et Laurent Thévenot qui ont identifié 6 cités fondées chacun sur la primauté d'un principe supérieur commun. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont réparti l'humanité. Vous-même faites partie d'une de ces 6 cités. Dans ces 6 cités-là, vous avez... 6 cités, c'est quand même un point. Vous allez sacrifier vos intérêts particuliers pour essayer d'essayer d'être le plus grand possible dans cette cité. Alors cette grandeur, elle peut être caractérisée par différentes choses, ce qu'on va voir derrière. Donc plus vous avez essayé d'avoir un espèce de jeu de compétition qui a au but d'être le plus valorisé possible compte tenu de ce principe supérieur commun à la cité. Donc si vous faites partie d'une certaine cité, on va prendre des exemples tout à l'heure. Donc évidemment, tout cela est assez caricatural. Nos sociétés ne se laissent pas enfermer dans aucun des mondes qu'ils ont identifiés. Et en fait, quand on fait un sacrifice pour accéder à cette grandeur d'une cité, c'est souvent renoncer à la grandeur dans une autre cité. On va voir ça assez rapidement. La première cité qui nous a inspiré, ce n'est pas celle qui va vous inspirer le plus, c'est la cité inspirée. En gros, pour caricaturer, ça serait la cité des artistes. Le type, il est original, il est dans l'imaginaire, dans la création. Il s'en fout de l'argent. L'essentiel, c'est de créer, d'être créatif, de créer des choses nouvelles, de la beauté. Donc son imagination, son originalité, que le truc soit reconnu ou pas reconnu, il s'en fout. C'est inspiré essentiellement par des émotions, des passions, y compris d'ailleurs les passions religieuses, parce qu'il s'est beaucoup appuyé sur les travaux religieux. C'est pour ça que je vous ai mis une icône, mais religieuse, pour avoir les deux d'un coup. Donc inspiration, création, imagination. Évidemment, si vous êtes dans ce monde-là,
si vous êtes d'une banalité affligeante, si vous habillez comme tout le monde, si vous faites comme tout le monde, vous êtes comme dans la routine quotidienne, vous êtes petit, n'est grand que l'original, l'excentrique, ceux comme ça. Vous voyez certainement des personnages qui correspondent à ça, dans votre entourage ou dans la vie derrière. Voilà. Les grands artistes inspirés, on va voir ça. Ça ne va pas nous être très utile dans ça. La cité domestique, c'est la deuxième cité qui est derrière, qui est une cité où la grandeur se fait par rapport au prestige. Donc en fait, vous allez avoir un prestige relatif. Celui-là est plus vénérable, plus honorable, plus important que ça. C'est tout à fait, j'ai mis une image d'une pyramide où vous avez les ouvriers, le roi au-dessus, la noblesse, le clergé, les militaires, enfin, hop, les différents échelons de la société. En gros, vous accédez à l'état de grandeur parce qu'un grand vous a repéré et vous a fait... donc, et après, il faut tenir votre rang, parce que sinon, vous pourrez déchoir et redescendre en dessous. Donc, il y a une espèce de hiérarchie naturelle qui se fait beaucoup par des questions traditionnelles, familiales, etc. Et donc, en fait, en gros, il ne faut rien changer le plus possible. Donc, d'un côté, vous avez l'originalité, de l'autre côté, vous avez la tradition. Donc, on ne change pas grand-chose. On va répéter les rituels, etc. Et c'est ce qui permet de devenir grand, c'est d'être reconnu et respecté comme quelqu'un qui ne fait rien d'original, qui fait tout ce qui est convenu et qui ne fait rien d'outrancier ni quoi que ce soit. Il respecte les règles. Okay. Les règles de bonne pratique, de bon usage, etc. Donc ça va être quelque chose qui va inspirer beaucoup de gens qui vont faire qu'en gros, on va pas beaucoup dans la reproduction de ce qui se fait avant, parce que ça a toujours bien marché, parce que c'est toujours bien. Ça peut avoir une influence dans une question de transition énergétique. La troisième cité, c'est la cité de l'opinion. Alors ça, c'est en gros, on cherche la célébrité. On cherche ce qu'Andy Warhol a dit, que chacun cherche son quart d'heure de gloire. Voilà. Tout ce qui est bien, c'est tout ce que tout le monde aime. Ce n'est pas la question de savoir si, dans l'autre, c'était... Il faut être bien parce que quelqu'un de beaucoup plus respectable que nous trouve ça bien, donc je vais faire pareil. Là, c'est le plus grand nombre. Donc ça, j'ai mis des likes, etc. Donc c'est l'opinion du plus grand nombre qui correspond. On tourne pour... Tout ce qui est connu est considéré comme étant incontestable, et tout ce qui est ignoré du grand nombre, c'est bizarre. Ça n'a pas grand-chose. Donc en gros, on va se réputer sur la réputation, la renommée, la gloire, machin, mais il n'y a pas d'une question de... Derrière, il y a tout le monde de la pub qui se met derrière. Tous les codes de la pub sont là-dedans. C'est je veux avoir ce que tout le monde a. Donc je vais essayer d'obtenir le dernier truc à la mode parce que tout le monde a ça. Parce que ça. En gros, je vais acheter une voiture électrique parce que c'est super à la mode. Voilà. C'est ce qui est le plus joli aujourd'hui. Voilà. J'en ai rien à foutre de savoir si ça fait de la transition énergétique ou pas. Ou je vais m'acheter une Porsche machin parce que ça fait bien. Parce que c'est bien vu. Donc là, la question va être plutôt une question de recherche d'une certaine notoriété. Ça peut être un moteur pour beaucoup de gens de ça. Alors ça, ce ne sont pas les formes de valeurs dont on a vu dans nos enquêtes quelles étaient les plus déterminantes pour des étudiants qu'on a regardés et pour étudier la question de la transition énergétique. Les trois autres qu'on nous a paru plus intéressantes, ce sont les trois dernières cités. La cité civique. Donc en fait, la cité civique, dedans, vous avez la prééminence du collectif sur les individus. C'est-à-dire, en gros, ça correspond à tous les systèmes d'organisation où l'individu s'efface au profit de l'intérêt général. Donc en gros, on devient grand parce qu'on renonce à tout un tas de choses individuelles pour le collectif. Donc ça peut devenir un tas de choses. Ce sont des gens qui sont généralement très attachés aux questions de loi, d'association, de manifestation, etc. Ils font la loi, la démocratie, etc., puisque la loi doit être l'outil principal considéré, puisque ça permet d'avoir l'expression de la volonté générale, et donc c'est ce qui garantit le mieux les intérêts du collectif. Donc dedans, on va avoir collectivité, démocratie. J'ai mis une image de l'Assemblée nationale, là, un dessin de l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qui sont très intéressés par la question civique. Alors cette question peut s'être alandie, cette cité civique, c'est-à-dire ne pas considérer uniquement que c'est l'intérêt de l'ensemble des citoyens, mais on peut l'étendre, par exemple, à dire que s'intéresser au collectif qu'est la biosphère en général, les oiseaux, la biodiversité, etc., ou les générations futures, c'est privilégier les intérêts du collectif par rapport à ses intérêts individuels, ça procède de la même logique. La cité industrielle est une cité où seule compte la performance.
Je m'étais attendu, moi, à ce que l'ensemble des étudiants qu'on a interrogés, qui sont tous en sciences de l'ingénieur, soient des membres actifs et militants de cette cité industrielle qui est basée sur les objets techniques, sur les méthodes scientifiques, sur le raisonnement, la prévision. Pof. L'innovation, ça permet de gagner en efficacité. Voilà, on va innover, mais pas pour être créatif comme l'est dans la cité inspirée. On va innover parce que ça permet de remplir des besoins vachement bien, machin, tout, etc. On a beaucoup de recours à la modélisation mathématique parce que tout est prévisible, tout est contrôlable, le contrôle, le contrôle, le contrôle. Tout ce qui est subjectif, c'est petit, c'est négligeable. Seule l'objectivité scientifique compte dans ce monde. Typiquement, quelqu'un qui relève de la cité industrielle, c'est quelqu'un qui va acheter une montre qui est précise au quart de millième de machin, alors qu'il s'en fout, c'est juste pour aller au rendez-vous, pour être à l'heure, prendre son train. Il n'a pas besoin du quart de millième près, mais l'objet technique par lui-même le fascine, par la beauté de la performance technique. Donc la performance n'est pas forcément liée à un besoin, elle peut être absolue. Le dernier monde, évidemment, c'est celui que j'ai gardé pour la fin, mais que vous aviez deviné dès le départ. C'est d'ailleurs le premier sur lequel ils se sont inspirés pour construire ces 6 mondes. C'est la cité marchande, quand tout se base sur le pognon. Alors, les individus, dans cette cité, les individus assouvissent leurs désirs en étant tour à tour clients, concurrents, acheteurs ou vendeurs. Donc, en fait, on est dans un système de marché. Et on trouve que l'harmonie, on obtient l'harmonie dans la cité parce que les biens trouvent leur prix sur ce marché. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est assez la rareté, etc., si c'est rare, ça va devenir cher, etc. Et c'est normal. Et tout cela est une organisation. Ils considèrent que c'est un bien commun, ce marché, parce que c'est ce qui permet d'établir une juste répartition des ressources, des forces de travail, etc., des moyens de production, pour faire obtenir le maximum de production et faire baisser le prix global et faire que le maximum de désirs soit accepté. En gros, le marché est considéré dans cette vision-là comme étant quelque chose qui permet d'obtenir l'idéal vers lequel on est derrière. Donc le marché n'est pas un objectif, mais un moyen sur lequel les membres de cette cité sont persuadés que c'est la façon d'y arriver. Donc vous voyez que vous avez 6 cités là-dedans derrière, et donc selon les gens se sentent plus adaptés là-dedans. Alors, quand je disais qu'on fait un compromis entre les différentes cités, évidemment l'artiste se fout complètement de la valeur marchande de son bien. Quoique, il ne dira pas non au pognon, mais ce n'est pas ce qui motive principalement. Un acteur ne va pas dire parce que je vais faire ce film-là, parce que c'est super intéressant, je vais gagner plus de pognon, c'est parce que je trouve qu'artistiquement c'est intéressant. Et ce n'est pas parce que je serai mieux connu à la sortie. Il est motivé éventuellement par des questions surtout artistiques. La cité industrielle, je ne vais pas regarder parce que c'est moins cher, c'est parce que c'est techniquement plus performant. Donc, mais ça n'empêche que vous avez quand même toujours un compromis derrière, c'est-à-dire qu'en fait, pour accepter de grandir dans la cité industrielle, je dois parfois renoncer à des questions sur le pognon, à des questions sur le civisme, à des questions sur l'esthétisme, à des questions sur autre chose. Donc en gros, chaque fois, c'est un espèce de compromis entre les valeurs d'une cité que j'abandonne et celles à laquelle j'adhère. D'où les choses sont un peu plus compliquées. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, ce que nous en a fait, nous, c'est qu'on a essayé d'analyser les entretiens des étudiants en utilisant ce système de représentation, croyances, avec les opinions, les connaissances, les valeurs. Et on a utilisé pour ça ce qu'on appelle les diagrammes de Toulmin. Donc, les diagrammes de Toulmin, c'est une façon d'analyser l'argumentation des étudiants. Donc, les étudiants nous ont raconté un tas de choses. Ils expliquaient pourquoi ils avaient choisi l'éolien plutôt que du solaire, pourquoi ils avaient niqué les oiseaux à tel endroit pour pouvoir faire les éoliennes, parce que les oiseaux, on s'en fout. Et ils nous ont expliqué ça vachement bien. Et on a essayé de reconstruire leur raisonnement de façon à peu près appropriée. Donc, le diagramme de Toulmin consiste à dire que vous avez différentes façons. Vous avez quand vous faites un raisonnement, vous partez de données, de faits que vous tenez pour vrais, donc des données, et vous arrivez à une conclusion. Donc on passe de 1 à 5, avec éventuellement un modélisateur. C'est-à-dire, compte tenu de ça, j'en déduis ça. A priori. Ou ça sera vraisemblablement ça. Alors là, je mets un modélisateur en disant, avec le degré de certitude que j'ai de la conclusion. Je dis 100% sûr ou pas terrible. Ou peut-être. Je peux aussi, derrière, mettre une réfutation. On peut dire, un exemple, tous ceux qui naissent en France sont français, sauf si leurs parents sont étrangers. Une réputation, il y a le cas exceptionnel qui pourrait faire que ça ne marche pas. Donc, sont a priori français, sauf quand ça ne marche pas. Donc, je peux mettre une réfutation, c'est-à-dire une condition dans laquelle
dans le cas exceptionnel où ça ne marcherait pas, où la conclusion serait erronée s'il y avait une autre donnée qui pouvait apparaître, mais dont je n'ai pas connaissance. Et puis vous avez la justification, c'est la loi de passage, puisque, donc c'est là qu'on va donner une explication, c'est-à-dire pourquoi on passe de la donnée à la conclusion, c'est la raison pour laquelle, et celle-là peut s'apposer sur un support des données. Je vais prendre un exemple ici, par exemple, qui a été tiré d'un article. Je ne suis pas d'accord sur la façon dont il a décomposé son truc, mais je vais reprendre derrière. Donc, par exemple, moi, j'aurais mis comme donnée que l'éthanol peut même faire rouler des bagnoles. OK. Donc, la production de carburant devrait être cofinancée par la Colombie. Donc, c'était un truc qui se passait en Colombie, qui se faisait en Colombie. Donc, parce que, vu que les voitures réduisent l'émission de gaz à effet de serre de près de 70% quand tu utilises un coefficient de... Donc la raison, c'est qu'il y aurait 60% de moins d'émissions de gaz à effet de serre quand j'utilise du carburant, de l'éthanol, plutôt que de l'essence. Donc il faut le subventionner. Donc ça, c'est puisque c'est ça. Et le support, c'est en vertu scientifique menée par les Nations Unies, pour l'organisation, etc. Il y a une étude scientifique qui me sert de support pour affirmer le vu que. Et il peut y avoir aussi une réfutation possible, c'est qu'à moins que le ministère trouve que finalement développer les biocarburants, c'est aussi consommer trop d'eau. On pourrait avoir des ressources sur l'eau, sur la consommation humaine, on pourrait développer une famine. Bon, on va peut-être y aller mollo. Donc vous voyez, il y a un raisonnement qui est construit. Alors on va essayer d'analyser ça sur 4 situations qui ont été développées par les étudiants. Donc la première situation sur laquelle on a développé, c'est le projet d'implantation d'éoliennes sur un îlot. Donc je remets mon île virtuelle là-dedans, et vous avez au nord là, de la carte, là, vous avez 2 îlots où il n'y a rien, 2 îlots déserts, qui étaient présentés comme des zones, une des zones très ventées, celui le plus à l'ouest, et l'autre, un peu proche des côtes, était un peu moins vanté. Et il y avait des cartes projets qui étaient proposées, donc le projet 4, l'île est inhabitée, le projet de la Compagnie du Vent consistait à implanter un parc éolien avec une trentaine d'éoliennes, ramener l'électricité via un câble sous-marin. Voilà, qui permet de transporter l'électricité, aussi qu'avec des hydroliennes, et ce projet permet moitié de la consommation. Et la Ligue de protection des oiseaux s'oppose à ce projet. Donc ça, c'était la totalité de l'information qu'ils avaient. Ils avaient aussi dans la description des cartes quelque chose qui leur disait que sur cette île-là, et c'est pour ça que la Ligue de protection des oiseaux était contre, il y avait une colonie d'oiseaux menacée. Voilà. Donc en gros, est-ce que je fais le projet 4 d'installer des éoliennes là, et tant pis pour les oiseaux, ou est-ce que non, on ne touche pas aux oiseaux? Donc on a eu des étudiants qui ont travaillé très différemment. Certains, en lisant ça, machin, oiseau, veto. On ne discute pas du projet, le projet n'aura pas lieu. Point final. Et puis, on a un groupe d'étudiants qui a fait des choses très différentes, et on va analyser ça, parce que c'est beaucoup plus rigolo. Quand on lui demande de justifier pourquoi il a installé des éoliennes sur cette île, il nous fait d'abord une première explication qui va correspondre au haut du diagramme. Donc, il y a une demande d'énergie de la population et la présence d'une espèce d'oiseau menacée sur un des îlots. Après, il dit, il y a quand même, on n'a pas vraiment d'infos sur cette espèce, on ne sait pas sur la répartition de l'espèce, si savoir s'ils sont que sur cet îlot, s'ils sont ailleurs, etc. Donc, il fait comme loi de passage, compte tenu des données qu'il a en bleu, là, la priorité est d'altérer le moins possible les écosystèmes, préserver l'environnement. Et il en conclut, j'ai essayé de préserver les oiseaux. Donc, a priori, la conclusion, c'est, non, pas d'éoliennes. Puis après, on continue l'entretien. Et puis, il commence à dire aussi, oui, mais bon, il faut avant tout répondre à la demande énergétique, les gars. Hein. Bon, on avait quand même un problème. Et puis, on ne la connaissait pas bien, cette thèse-là. Pour la pouvoir préserver, il faut la connaître. Je n'ai pas vraiment de sympathie pour ces oiseaux, je ne sais pas qui c'est, etc. Et puis, bon, il y a 2 îlots quand même, donc si j'en prends un, les oiseaux vont aller sur l'autre, quoi. Ils ne sont pas cons. C'est ce qu'il a dit exactement. Ils ne sont pas cons, les oiseaux, ils vont aller sur l'autre. Parce que l'oiseau n'est pas bête, c'est histoire bête, on a un peu traduit. Une espèce menacée et puis on dit s'ils sont nombreux et qu'ils ne peuvent pas tenir sur une seule île, un seul îlot, c'est qu'ils ne sont pas vraiment menacés. Et puis c'est la consigne du jeu, il faut produire, donc on laisse tomber. Et donc finalement, il arrive à la conclusion qu'il installe des éoliennes sur l'îlot abritant les oiseaux et de déplacer les oiseaux sur les autres îlots. Alors, il met des modélisateurs, c'est peut-être pas justifiable dans la vraie vie, c'est peut-être différent. Et puis, voilà, sauf si l'espèce est endémique de l'île, il met des réfutations possibles, si des arguments éthiques entrent en jeu.
Enfin, parce que là, je n'ai pas fait dans l'éthique, grosso modo. Si on connaît l'espèce et qu'on a envie de la préserver, sauf si on a une centrale nucléaire de l'île, ça, on va revenir derrière. Donc on voit il chemine entre ces deux raisonnements, mais à la fin, il a quand même choisi de foutre les éoliennes et les oiseaux, il s'en fout. Donc on voit que derrière, il y a eu une conclusion qu'il a emportée sur l'autre. Alors on peut dire aussi que peut-être que le premier raisonnement, il le tient pour la galerie, c'est-à-dire qu'en gros, face à quelqu'un qui l'interroge pour justifier son choix, il n'ose pas dire que la biodiversité, la nature, il s'en fout, parce que c'est pas bien de dire ça, c'est pas jugé respectable, mais quand même, à la fin. Alors à la fin, il propose quand même un compromis. Donc il propose de les installer sur un autre, donc il modélise que c'est peut-être pas justifié dans la vraie vie, donc j'ai déjà expliqué ça. Donc il y a un manque de connaissances totales sur les mécanismes écologiques, les seuils de vulnérabilité, les habitats des oiseaux. S'ils sont sur les deux îles, peut-être qu'ils ont besoin des deux îles pour pouvoir avoir une colonie suffisante. Tout cela, évidemment, il ignore, et comme ça l'arrange, il préfère continuer à l'ignorer. Et il dit aussi, ce que j'ai mis le dernier modérateur, c'est s'il y avait une centrale nucléaire sur l'île, tout le débat a été fini parce qu'on n'aurait évidemment pas mis près des oiseaux. Donc en gros, ce qui l'empêche d'évoluer, c'est qu'il dit que de toute façon le débat est truqué parce qu'on a enlevé les centrales nucléaires et qu'en interdisant les centrales nucléaires, on empêche la solution évidente, qui est de dire, si je ne veux pas impacter, je vais prendre un truc qui utilise peu d'espace, je ne le mets pas là où il y a des oiseaux, etc., et tout ira bien. Donc finalement, on peut s'apercevoir qu'au cours de l'activité, cet étudiant de Centrale Supélec, étudiant 6, voilà, c'est pour ça comme ça que c'est codé, a très peu évolué. En fait, dès le départ, la biodiversité s'en foutait, et elle continue de s'en foutre. Les éléments de se basent sur la consigne du jeu et sur des opinions qui relèvent d'une discipline que l'étudiant ne maîtrise pas vraiment. J'ai cité quelques trucs qu'il raconte, mais en écologie scientifique, je ne suis pas sûr que ça soit une référence scientifique de haut niveau. Et en fait, ça ne lui permet pas de se baser sur des lois de passage étayées scientifiquement pour pouvoir justifier ça. Donc, et comme on n'a pas apporté des connaissances suffisantes, ça ne marche pas. J'ai une dia en trop. Alors, une situation 2 qu'on va regarder, c'est on a deux étudiants, ENS, étudiant 9, étudiant 14. Donc ceux-là, ils sont plutôt d'ici. Ne cherchez pas à identifier, on a promis qu'ils seraient anonymes. Qui faisaient partie d'un même groupe et au sein duquel il y a eu un débat, savoir si on devait... ils avaient dans leur territoire une forêt, dont une des propositions consistait à exploiter la forêt, couper le bois, la faire brûler et faire une centrale thermique à biomasse. Simple. Donc vous avez l'argument de NSE 14, présence d'une forêt sur le territoire, besoin d'énergie et population, conclusion, transformer les forêts en électricité, c'est pas bête. Avec un petit symbolisateur, peut-être, parce que les autres ont tellement gueulé qu'ils disent qu'il y avoir un truc. Donc pour lui, la loi de passage, c'est la lutte contre l'effet de serre et prioritaire sur la préservation de l'environnement, l'exploitation raisonnable et bénéfique pour la forêt, peu de risques de compétition d'usage dans l'exploitation de la forêt, parce que les besoins en matières premières de bois sont moins importants, car les matières plastiques dominent le marché, les arbres grandissent continuellement, l'urgence maximale est au changement climatique, et puis quand même des trucs qui le gênent un peu, couper du bois, ça fait quand même du carbone en moins, stocker en moins, possibilité de raser la forêt, mettre une usine de pâte à papier, faire de l'argent pour arriver à la transition énergétique. Voilà, ça pourrait être aussi intéressant. Et si ça se trouve, on ne produit pas grand-chose, donc il a quand même quelques réticences derrière. Alors, la dernière réfutation vient le fait qu'ils n'ont pas du tout évalué combien ça pouvait produire, puisque dans le groupe, ils ont rejeté l'idée a priori et qu'elle n'a pas été travaillée en détail. Aux grand dames de ENSE 14. Donc, NSE qui est plutôt pour, il est sur des lois de passage de priori civique, c'est-à-dire qu'en gros, il te dit, voilà, la priorité, c'est préserver le climat, et il y a une priorité derrière qui est relative par rapport à la biodiversité. Donc, j'ai mis la petite image qui correspondait à la cité civique en disant, voilà, il est sur des critères qui relièvent en disant, l'objectif, c'est de préserver le climat, et tant pis s'il y a quelques arbres qui y passent. C'est basé sur des opinions erronées, sur la végétation, etc. Dire qu'une forêt, ça pousse plus vite, que les vieux arbres font des ombres plus jeunes, mais prennent leurs nutriments, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement bien établi.
Et il y a quand même aussi un truc intéressant qui est de dire qu'à la fin, il en dit quand même que finalement, le mieux, ce serait de raser la forêt pour faire de l'argent, pour financer la transition énergétique. On sent que peut-être derrière, sans qu'il ose l'avouer, au-delà des trucs, la lutte pour les effets de serre, il se dit que derrière, l'exploitation marchande de la forêt est peut-être une façon d'obtenir, pour pas cher, une transition énergétique qui soit à un prix raisonnable. Et donc, on pourrait suspecter que, finalement, ce n'est pas les cités civiques qui l'animent, mais plutôt la valeur marchande. C'est qu'une suspicion, je suis très méchant, et je ne sais pas ce qu'il en pense vraiment, c'est des interprétations qu'on peut faire derrière. Mais on y reviendra. Si je prends ENS 9, donc un autre étudiant de la même promo, qui était dans le même groupe, qui discutait derrière, lui, il avait la présence de forêt sur les territoires, les besoins d'énergie des populations, il parle des mêmes données, et il continue, il leur dit, on n'utilise pas cette ressource-là, l'énergie biomasse combustion, ça ne fait pas partie de la transition énergétique, du développement durable, point barre. Donc on est sur quelque chose qui est un rejet massif et total. Donc vous voyez qu'avec des mêmes données, il arrive à une conclusion complètement différente. Il y a une idée de garder la forêt par esthétisme, parce que c'est beau, ok. La combustion va à l'inverse du changement climatique. Il y a l'idée aussi que la forêt est une ressource finie, c'est-à-dire qu'un développement durable doit s'apposer sur des ressources qui peuvent durer très longtemps. Le vent, le soleil, c'est une ressource infinie pour cet étudiant. La forêt, non. Même si je la reboise, même si je la replante, non. A priori, c'est une ressource finie. Et il y a quand même un truc que la combustion dégage du CO2, donc de toute façon, ça c'est mort, et on laisse tomber, même on ne sait pas savoir d'où il vient. Et donc, il y a une réfutation en disant, avec des... se pose quand même la question derrière, avec un espèce de doute qui commence à s'instiller. C'est l'énergie sale et polluante avec des ressources finies peuvent faire partie de la transition énergétique. C'est quand même bizarre dans son esprit. Et les autres sources d'énergie renouvelable ont aussi des impacts environnementaux. Donc c'est vrai que je rejette parce qu'il y a des impacts environnementaux importants, mais je ne suis peut-être pas si sûr que ça. Donc il y a bien un modérateur qui lit l'image que je m'en fais moi, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc on peut dire que c'est soit de la cité inspirée, soit de la cité civique. Je vous laisse trancher entre les deux. Il y a un peu des deux. L'esthétisme ou le fait que c'est des ressources non finies, et donc finalement ça va finir quand même, c'est pas durable. Alors si je regarde un peu des morceaux d'entretien qu'il y a derrière, la chercheuse, je vais leur poser la question, quel était le but de cet atelier en fait pour vous? Et en fait, vous voyez dans les réponses qu'elle dit, imaginez qu'on pensait, il y a quand même des choses qu'il a affirmées, on n'imaginait pas, en fait, il y a des choses qu'on n'imaginait pas ou des choses qu'on pensait fausses, qui sont vraies et vice-versa. Ça remet aussi en question nos idées premières sur l'énergie. Visiblement, dans cette activité, cet étudiant-là a eu des choses qui a aperçu que ça ne correspondait pas à son principe. Notamment, il y a la question de énergie renouvelable égale énergie infinie. D'un coup, ça a un peu ébranlé les choses. Donc on s'aperçoit qu'il y a des corrections d'opinion erronées qui a fait évoluer sa représentation. Et puis il y a aussi, mais c'est pas complètement parce qu'elle finit quand même par dire l'image que je m'en fais moi de l'énergie biomasse combustion, ça ne fait pas partie de la transition énergétique. Donc elle finit pour un tour de parole. Donc ça c'est au début de l'entretien, tour de parole 6 et tour de parole 52, donc une heure après, mais elle est quand même revenue derrière. Ça a ébranlé, mais ça n'a pas été confirmé derrière. La dernière partie que je voulais traiter, c'était la situation éolien versus solaire. Donc, dans tous les groupes, il y a eu un moment choisir entre est-ce qu'on met de l'éolien ou est-ce qu'on met du solaire. C'était un des objectifs du jeu. À un moment, c'est de choisir entre de l'éolien et de solaire. Parce que, grosso modo, dans une transition énergétique, il y a quand même beaucoup d'éolien, beaucoup de solaire, qu'on en parle. Ça finit un peu toujours comme ça. Donc vous avez les deux schémas pour les deux étudiants de l'ENS. Il y en a un qui parle sur des coûts de production des différentes sources d'énergie, les émissions de CO2 des sources d'énergie, le profil saisonnier, la production éolienne qui dépend des saisons, la production de la géothermie qui est fixe. Voilà, il a fait en données et il en conclut que l'énergie renouvelable, et en particulier l'éolienne, sont moins coûteuses que l'énergie fossile. Donc on a quelque chose qui est clairement une loi de passage qui va finir que la transition énergétique doit réduire le coût de production. En gros, pour lui, la transition énergétique ne sera acceptable socialement que si elle est faite avec un coût réduit, économique. On a ce critère-là qui apparaît gros comme tout. Et la priorité numéro 1, c'est de empêcher le changement climatique. Il faut aussi que la courbe de production corresponde à la courbe de consommation. Ce sont des critères qui arrivent secondaires et qui, vous voyez, sont à privilégier qu'elles sont peu émettrices
de CO2, peu coûteuses et répondent bien aux besoins. Et la géothermie peut être réduite tout en répondant aux besoins des populations. Au début, ils en avaient mis beaucoup, puis s'aperçoivent qu'en fait, l'électricité est... Il met quelques critères de réfutation. Le problème d'acceptabilité sociale pour ceux qui ont une éolienne devant chez eux. Les batteries éoliennes génèrent des impacts environnementaux, etc. Et le possible impact des éoliennes sur les oiseaux, lui s'en occupe, mais il les installe quand même, mais pas trop vers les oiseaux si possible. Vous voyez que ENSE9 est arrivé exactement à la même conclusion. Elle fait toujours du solaire et de l'éolien, mais son seul critère, c'est que la production doit suivre le profil de consommation. Et donc, ce qui l'a fait rejeter le solaire au profit de l'éolien, ce n'est pas le fait que le solaire avait tel ou tel impact, etc., plus coûteux, machin chose, c'est le fait que c'était mieux adapté à la consommation. Pour cet étudiant-là, il paraît clair que le critère qui est dans ici est essentiellement de type technique. L'éolien correspond mieux aux besoins, on fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, tous les autres derrière n'ont pas vraiment grande importance et tout n'est pas mis sous le même équivalent. Pour le premier, c'est un peu plus délicat parce que vous voyez qu'il parle des trois et il y a trois raisonnements qui se mettent en parallèle. C'est en regardant la fréquence du fois où il parle de pognon par rapport au parle de reste qu'on se dit qu'il revient plus souvent sur cet argument 1 que sur l'argument 2 que sur l'argument 3. Donc on a compté le nombre de mots et on se dit, bah, quand même, il y en parle souvent. Là, dans un sens aussi, on pourrait se poser la question parce qu'il parle aussi que, en fait, ça vient du fait que pour cet étudiant-là, l'impact d'une éolienne ou l'impact d'un panneau photovoltaïque est à peu près égal. Il ne considère pas, par exemple, que le TIC, pour adapter la besoin de la consommation, la biomasse aurait été parfaite. Mais il l'a rejeté pour des questions environnementales. Donc, c'est que maintenant, pour des raisons environnementales, quand on n'a pas une différence environnementale suffisamment signifiante, alors on s'appuie sur un système technique. Donc, l'argumentation à un site industriel vient plutôt en deuxième rang, plutôt qu'en premier rang dans cet étudiant-là. Enfin, pour l'étudiant en centrale Supélec, là, celui qui était très pro-nucléaire, vous voyez qu'il arrive encore à la même conclusion. L'énergie photovoltaïque est bien peu rentable par rapport à l'énergie éolienne. Donc, il parle de rentabilité. Quand on a lu ça, j'ai dit, ah bah c'est nickel, il est dans la cité marchande. Sauf qu'il faut regarder comment il définit la rentabilité. La rentabilité, il définit ça comme le meilleur rendement calculé sur la base du ratio production-énergie divisé par surface occupée. Donc, l'efficacité pour lui d'une source d'énergie n'est pas liée, ou le rendement, ou la rentabilité n'est pas liée au prix que ça coûte, aux émissions de CO2 que ça coûte, c'est lié à la surface que ça occupe. Très critère, très un critère qui relève parfaitement de la cité industrielle. C'est un critère de performance technique pure. Et donc, tous les autres trucs derrière, voilà, espace nécessaire entre des éoliennes, calcul de la surface nécessaire, c'est sur ces données-là qu'il s'est appuyé pour arriver derrière. Et après, derrière, il en conclut d'ailleurs comme réfutation possible que s'il y avait une centrale nucléaire sur l'île, le débat aurait été fini parce que la centrale nucléaire, dans son esprit, c'est largement au-dessus de tout le reste en termes de production d'énergie par surface occupée, si on ne compte d'ailleurs, selon son raisonnement, que la surface occupée par la centrale nucléaire, pas par la mine d'uranium, qu'il a complètement ignoré. Il critique d'ailleurs dans la réfutation possible l'analyse de cycle de vie des équipements, parce qu'il dit, ouais, on met de l'éolien, machin, mais il faudrait voir le cycle de vie. On lui a donné les impacts en CO2 de l'éolienne ou du photovoltaïque. Je ne sais pas comment il imagine autrement que par un cycle de vie qu'on peut calculer ces émissions de CO2, parce qu'il n'y en a pas pendant la production, donc c'est forcément pendant la phase de construction ou déconstruction qu'il peut y en avoir. Pendant la phase de production, une éolienne, il n'y a pas de cheminée. Donc on a quand même des raisonnements qui sont parfois un peu boiteux, mais bon, ça marche derrière. Donc on est sur une cité industrielle pour lui dans ces cas-là. Donc vous voyez qu'on arrive à avoir quelque chose qui est 3 fois la même conclusion. On dit on va faire du photovoltaïque plutôt que de l'éolien. Et chacun s'appuie sur soit de la valeur marchande, soit de la valeur civique, en disant derrière, soit des critères techniques, mais jamais sur un... Et les trois arrivent à la même conclusion. Ça ne veut pas dire, parce qu'on arrive à la même conclusion, qu'on est d'accord sur les raisons. Je vais essayer de conclure pour laisser un peu de place aux questions, quand même, parce que j'ai quand même été beaucoup plus bavard que je ne pensais. Donc, ce qu'on a pu voir, alors c'est une conclusion 1, parce qu'il y a une conclusion 2 derrière. Les évolutions, il y a eu des évolutions des représentations des étudiants
beaucoup plus que ce qu'on a pu voir à travers le questionnaire. Et elles ne sont pas forcément non plus très énormes. Il faut dire que sur une activité de 3 heures, j'aurais fait par exemple une année de formation sur les énergies renouvelables et demandé à la fin si entre le mois de septembre et le mois de mai, les étudiants ont évolué, peut-être que j'aurais eu plus de bouger. Sur 3 heures, il ne faut pas non plus rêver. Bon, on n'est pas quand même des génies à ce point-là, en point de dire, oui, ils ont fait cette activité-là et en 3 heures, ils ont vu le monde totalement différemment. Pour qu'il y ait une évolution de la représentation, il faut qu'il y ait un apport de connaissances, une correction d'opinions erronées. Alors, soit des connaissances nouvelles qu'ils n'avaient pas avant, totalement, soit des connaissances erronées. Il y a aussi une grande chose qu'on a remarqué, c'est qu'une grande partie des évolutions n'était pas liée à des connaissances nouvelles, mais liée à ce que j'ai appelé faire le lien entre des connaissances connues. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'aucun des étudiants qu'on a eu avant, là, tous savaient a priori qu'il y a plus de soleil l'été que l'hiver. Je fais un sondage rapide, ça va, il n'y a personne qui est tombé de sa chaise quand j'ai dit ça. Ok. Tous savent qu'a priori, la consommation d'énergie, quand on dit que c'est sur un climat de type océanique tempéré, qu'on consomme plus d'énergie l'hiver que l'été, en Europe. Mais ils n'avaient jamais fait le lien en disant, si on installe plein de panneaux photovoltaïques, c'est qu'on va avoir plein d'énergie l'été quand on n'en a pas besoin, et pas l'hiver quand on en a besoin. Ils envisageaient initialement mettre plein de solaire, avant de s'apercevoir qu'il faut qu'il y ait cette courbe qui leur monte mois par mois pour dire « Eh merde, c'est con les gars ». Ils ont mis 1h30 avant de se rendre compte que c'était con. Il a fallu qu'ils arrivent sur l'activité où ils projettent mois par mois pour dire « Ah, eh ben non, il fallait privilégier l'adaptation de la consommation et la production ». C'était quelque chose qu'ils avaient totalement mis de côté au départ. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient jamais fait le lien et l'outil qui est proposé, le tableur, le jeu, permet de faire le lien entre des connaissances qu'ils ont déjà et permet finalement de renforcer la structuration de cette représentation qu'ils avaient, qui n'est pas fait que de connaissances et de valeurs, mais également d'une structure de mise en relation de ces domaines entre eux qui fait que ça bouge. Donc, on peut jouer finalement sur la représentation en faisant jouer des connaissances nouvelles et en aidant à structurer la pensée. À l'inverse, on s'aperçoit que quand on n'apporte pas de connaissances nouvelles, par exemple sur la gestion de la biodiversité, les étudiants racontent n'importe quoi et restent dans la représentation. En fait, finalement, ils sortent des arguments parfois totalement fallacieux, mais de mauvaise foi, parce qu'ils n'ont pas envie de changer de leur façon de voir les choses, donc ils vont justifier ça avec ce qu'ils ont, et ils s'en foutent de la véracité de la chose. De toute façon, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils racontent des trucs éventuellement foireux. Ils n'ont pas la compétence pour, et rien ne leur oppose derrière. Donc là, c'est se poser la question de savoir comment on pourrait faire évoluer le jeu et obliger les étudiants, par exemple, à endosser un rôle et les forcer à s'acculturer, à se renseigner sur un certain nombre de choses. Imaginez que si un étudiant l'avait dit, dorénavant, tu es en charge de l'écologie, je dois trouver des arguments pour voir pourquoi on ne va pas niquer les oiseaux. Si l'étudiant qui était prêt à niquer les oiseaux, on lui avait dit, il faudrait t'en occuper, ou celui qui voulait saboter la forêt, qu'on lui dit, voilà comment marche une forêt et tu dois bien derrière, il va être obligé de montrer que les arguments sont éventuellement foireux, ou il y a quelqu'un qui va être obligé de lui faire. Là, on s'est retrouvé avec que des ingénieurs entre eux. Personne n'avait de connaissances, personne n'est capable d'opposer des arguments techniques, scientifiques à ces représentations fallacieuses. C'est peut-être pour ça que les deuxièmes années qu'on jouait cette année avec le jeu avaient des rôles. On a commencé à tester l'affaire. Il y a aussi la possibilité, ce qui empêche de faire évoluer les points de vue, c'est la possibilité de pouvoir confronter ses opinions à un savoir scientifique. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir une opinion. Si le jeu empêche de traiter ça, par exemple, on a pu voir l'exemple du nucléaire, jamais, il dit que ça occupe peu d'espace. Si on avait dit, il y a une centrale nucléaire sur l'île, et il y a la mine d'uranium qui fait tant de kilomètres carrés, qui va être à ciel ouvert, etc., on va saboter tant de trucs, il aurait peut-être commencé à dire « Ah ouais, j'ai compté qu'une partie du problème, j'ai pas compté la totalité. L'éolienne, j'ai tout compté, et l'autre, non, j'ai pas tout compté. » Donc, il y a peut-être moyen de revoir des choses. Il critique, par exemple, l'absence d'analyse sur cycle de vie sur une éolienne. Ils ne disent pas que l'analyse sur cycle de vie donnera un bien meilleur bilan carbone pour une centrale nucléaire. L'image, c'est le même, qui a dit qu'une centrale nucléaire, ça émeut peu de CO2. Une éolienne non plus. C'est dans la construction. Et alors, c'est quoi le bilan carbone d'une construction de centrale nucléaire, d'une éolienne, d'autre chose? Et ça, il n'a pas remis en question parce que le jeu ne l'incitait pas à faire, puisqu'on avait évacué
le nucléaire ou d'autres choses du scénario. Donc en fait, on se pose la question de réinclure les énergies non renouvelables dans le scénario, de façon à pouvoir permettre aux étudiants de les réinterroger. Là, on s'aperçoit que notre jeu, on est allé trop loin et qu'il faut peut-être revenir en arrière sur la question. Donc vous voyez, quand on arrive comme ça avec une analyse de dispositif, sur lequel on n'a pas tiré grand-chose, quelques trucs, j'ai quand même parlé 1h30, donc j'ai quand même tiré pas mal de choses, on n'a pas tiré grand-chose sur la question, mais on a quand même réussi à faire évoluer les choses et s'apercevoir de manquements, de besoins qu'il peut y avoir à droite à gauche et faire évoluer le jeu. Il y a une conclusion 2 laquelle je voulais vous soumettre qui va beaucoup plus loin, en fait, qui est les réflexions actuelles sur lesquelles on est au sein du groupe. On se pose la question à partir du moment où on a identifié ces 6 cités, on se dit, est-ce qu'il est possible de proposer un modèle de transition désirable dans chacune de ces 6 cités? La question, c'est savoir, est-ce que si on tient pour vrai le fait que chacun travaille sur une de ces valeurs qui correspond à ces 6 cités, est-ce que je vais pouvoir proposer quelque chose dans lequel les gens sentent que s'ils vont dans ce domaine-là, dans cette direction-là, ça va leur permettre de grandir. Grandir dans la cité marchande, c'est s'enrichir. Grandir dans la cité civique, c'est de mieux prendre en compte le collectif et avoir un collectif plus harmonieux. Dans la cité industrielle, c'est avoir de plus en plus de performances techniques, d'avoir plus de beauté, plus de... Ouais, débrouillez-vous. Si je prends quelqu'un, alors je vais prendre que les 3 cités qu'on a quand même le plus travaillé, parce que j'ai quand même l'impression qu'à part la cité inspirée sur l'esthétisme, où vous pouvez avoir des discussions derrière, les autres ont moins d'influence, même si on peut se poser la question, par exemple, sur un des grands freins, sur la cité domestique qui est basée sur la tradition et la hiérarchie. Quand on leur parle de transition à ces gens-là, de changement, de mettre en cause les méthodes faites précédemment, ils sont déjà en train de bugger, eux. Si on leur dit il faut changer les choses, non, on a toujours fait comme ça, on va toujours continuer comme ça. C'est la tradition. Il n'y a pas de raison de changer. Quand on leur dit il faut arrêter avec la voiture thermique, non, j'ai toujours une voiture thermique, je continue comme ça, je ne mettrai pas de voiture électrique. Donc il y a peut-être des blocages, mais on n'a pas identifié dans les étudiants qu'on a eus des gens qui étaient sur ce domaine-là, donc je ne peux pas trop parler. Donc c'est industriel, on se retrouve souvent coincé. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est que dans les gens qui sont dans la cité industrielle, ce qui leur paraît le plus important, c'est méthode scientifique, je prévois, je pronostique. Et donc, en fait, ils n'ont jamais une vue. Autant ceux de la cité domestique regardent vers le passé, en disant comment c'était fait, eux regardent toujours vers l'avenir. Je vais à tel endroit et voilà le chemin et je peux tout prévoir et aller jusque-là. La prévisibilité est un critère très important. Dès que vous avez quelque chose avec de l'incertitude, non prévisible, parce que ce n'est pas modélisé scientifiquement, parce que ce n'est pas caractérisé, ils se sentent mal. C'est assez clair. Maintenant, on parle alors d'éolien et de solaire, qu'ils vont qualifier d'ailleurs d'intermittents, non pas de fluctuants, mais d'intermittents. Vous leur mettez des modèles statistiques, comme quoi en disant, généralement, le soleil se lève et après il se couche. Ouais, par temps, il y a des nuages, mais ce n'est pas quand même, grosso modo, il fait jour tous les jours. Du vent, il y en a plus statistiquement plus en hiver qu'en été. Un jour près, on va être bebant. Des années sans qu'il y ait eu un pet de vent, ça ne s'est jamais arrivé. Ça ne leur plaît pas. C'est-à-dire qu'en gros, on va vers un monde moins contrôlé, moins prévisible, et donc forcément plus petit. On ne va pas vers un système qui permet de grandir dans ce monde-là. Donc vous avez dans la cité industrielle, il faudrait arriver à projeter un modèle dans lequel ils se sentiraient non pas en train de baisser, mais en train de grandir. Or, tous les arguments vont vers baisser. C'est pour ça que sur les cités industrielles sont souvent réfugiés nucléaires, qui leur fait une promesse de grandeur, même si elle est souvent assez erronée pour un tas de raisons. La cité marchande, on va leur dire à un moment, ok, ça marche, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui les interpellent dans les cités marchandes. On peut toujours dire, en fait, la croissance économique, ça ira bien derrière. Mais à un moment, vous allez avoir le coût du changement climatique, les inondations, on va perdre du pognon, ça va coûter plus cher aux assurances. Et là, il va falloir commencer à intégrer un coût environnemental dans les activités humaines. Là, généralement, vous avez une réticence très forte qui s'aperçoit en disant, vous mettez une taxe carbone. Le truc classique, c'est de mettre une taxe carbone, chose comme ça, ce qu'ont fait les Suédois. C'est souvent considéré comme étant une espèce d'entrave à la liberté de concurrence, à la libre concurrence, et donc finalement, ça revient à truquer le marché, celui qui permet de régler et d'obtenir la ressource optimale, et donc en disant à partir du moment où on y chipote,
que ce ne sont plus des lois naturelles du marché, mais ce sont des lois artificialisées, on est peut-être en train de faire de la merde. Donc ceux-là ne se sentent pas qu'on va dans la bonne direction, puisque ça correspond à casser ce qui fait chez eux la grandeur, qui est l'optimum économique de la bonne répartition. Enfin, pour la cité civique, pour prendre ces derniers, leur but, eux, c'est d'arriver à obtenir l'intérêt, de privilégier l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel. Donc le collectif, c'est le plus important. La question est de savoir qu'est-ce qu'on définit comme collectif. Collectif, c'est l'ensemble de l'humanité, c'est l'ensemble de la biosphère aujourd'hui, c'est l'ensemble de la biosphère aujourd'hui et dans les 50 ans, 100 ans à venir, parce qu'il faut que nos enfants puissent continuer à vivre sur cette planète, etc. Ça devient assez compliqué derrière. Si on essaye de faire le compromis total, biodiversité, faire en sorte que tout le monde ait faim dans le monde, personne n'ait faim dans le monde, etc., et qu'on essaye de faire en sorte que le collectif se porte mieux, on en revient qu'en fait, la seule façon de faire le collectif c'est mieux, c'est de sacrifier encore plus à l'individuel. Et on arrive à des scénarios de sobriété que la plupart des membres des autres cités disent bah, pas non, on va pas revenir au mode Amish, quoi. Donc il y a leur système peut être à moitié désirable, même si finalement les sacrifices sont très forts pour eux, mais en même temps, ils sont totalement inacceptables pour ceux qui ne sont pas dans le trip de la cité civique. Donc en fait, la question qu'on se pose derrière, c'est qu'en fait, finalement, est-ce qu'on n'a pas mis un peu quelque part au nœud du problème le fait qu'il n'y ait pas de solution qui soit universelle, à part de mettre de l'éolien plutôt que du solaire, voilà, pour faire un problème relativement clair, c'est-à-dire que si on fait une transition énergétique, il faut mettre beaucoup plus d'éolien que de solaire, voilà, c'est la seule chose sur laquelle on est arrivé à travers le jeu, c'est le seul message sur lequel il y a une espèce de consensus global. Pour tout le reste, il y a des débats, il y a des clivages, et je ne suis pas sûr qu'à la fin, on arrive à les faire évoluer. Alors, tous ensemble, non, mais au moins chacun dans leur case en disant qu'il serait possible, tous sont bloqués. Et c'est peut-être ça qui coince notre problème derrière. Ça, c'était la réflexion sur laquelle on est en train de réfléchir, comment on va évoluer les choses et comment on va faire l'évolution dans les années à venir du dispositif. Voilà.